Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, Excellences, Monsieur le ministre, délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, vous comprendrez aisément qu'avant de délivrer ma communication, que mon premier propos soit pour remercier ceux qui m'ont fait l'honneur et l'amitié de m'associer à cette cérémonie solennelle de remise des mélanges à un maître admiré, Monsieur le professeur Joseph Kondo. Je pense notamment à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, parrain de cette cérémonie, aux membres du comité d'organisation et aux porteurs du projet de ces mélanges. Cela dit, Mesdames et Messieurs, la question peut bien se poser, et elle vient de l'être, de savoir ce qu'un juriste privatiste fait au milieu d'éminents professeurs de droit public et de sciences politiques réfléchissant sur la Constitution qui constitue, pour ainsi dire, leur principal support de travail. La réponse à cette question est donnée par le dédicataire de ces mélanges lui-même, lequel, dans son ouvrage intitulé « Droit constitutionnel et institutions politiques du monde contemporain », présente justement le droit constitutionnel comme, je cite, « la mère de tous les droits, puisque tout part de la Constitution et tout se rattache à elle ». Fin de citation. Dans cette optique, et prenant et partant du thème général retenu pour ces mélanges, l'exception en droit, j'ai choisi de mettre en exergue les fondements constitutionnels de l'une des plus importantes matières du droit privé, à savoir le droit commercial, lequel est par définition justement un droit d'exception. En effet, dans les rapports entre particuliers, constitue une règle, d'où sa dénomination de droit commun, le droit commercial est quant à lui l'exception, en ce sens qu'il ne s'applique que dans la mesure où ont été prévues des règles spéciales dérogatoires. Le droit commercial est une branche du droit privé détachée du tronc qu'est le droit civil. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants et aux actes de commerce. Il est éradié par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Sur la base de ce principe fondamental, l'accès au monde des affaires est libre. Si ce principe se trouve aujourd'hui bien consacré, il faut reconnaître qu'il n'en a pas toujours été ainsi et qu'il s'agit de l'aboutissement d'un long processus historique. Sans plonger dans les profondeurs de l'histoire, l'on peut néanmoins relever que si les traces du droit commercial existaient déjà dans l'Antiquité, l'originalité de celui-ci ne s'est affirmée véritablement qu'au Moyen-Âge. En effet, la plupart des institutions commerciales modernes que nous connaissons aujourd'hui, notamment les banques, les sociétés commerciales, la lettre de change, la faillite, les tribunaux de commerce et j'en passe, trouvent leur origine dans les règles et pratiques du commerce qui étaient suivies au Moyen-Âge dans les grandes cités maritimes. Lieu de rupture de charge entre les commerces maritimes et terrestres, ces ports étaient d'importants entrepôts de richesses mobilières. Dans ces villes maritimes, les marchands tenaient la première place par leur richesse et ils s'attribuaient l'autorité. Ces villes devenaient, pour reprendre d'heureuses expressions
d'un terme de véritables états de marchands au service des marchands. Ces marchands se constituaient en corporations, qui étaient des associations regroupant des professionnels d'un même corps de métier. Et le moins que l'on puisse dire est que ces corporations étaient puissantes. Elles s'arrogeaient le monopole dans le secteur d'activité et surtout fixaient des conditions d'accès à la profession. Et comme il est connu que moins il y a de concurrents dans le secteur, plus grandes sont les chances de ceux qui évoluent de faire de bonnes affaires. Ces différentes corporations, par des conditions draconiennes, verrouillaient l'accès aux professions de leur secteur d'activité. Les professions commerciales, ainsi strictement encadrées, se trouvaient par là même difficilement accessibles. À la suite de virulentes critiques dont ces corporations étaient de plus en plus l'objet de la part de certains esprits indépendants, une décision royale de Turgot, plus précisément, les supprimant en 1776. Mais, compte tenu de leur puissance, elles furent rétablies presque aussitôt. Et il a fallu attendre la Révolution française de 1789 pour les voir anéantir définitivement. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale française, dans la fièvre de la rupture avec l'ancien régime, et qui apparaît comme le symbole de cette révolution, proclame de façon solennelle, dès l'article 1er, que, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Fin de citation. Cette proclamation des principes de liberté et d'égalité devait entraîner par une force logique l'abolition des corporations qui créaient et entretenaient une discrimination entre les hommes et apparaissaient à ce titre comme des sources de privilèges injustifiés. Cet anéantissement des corporations résulta de façon beaucoup plus concrète de la loi dite de Chapelier et le décret dit d'Alerte, tous deux proclamés, promulgués en 1791. Le décret d'Alerte, plus précisément, qui affirmait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, disposait précisément en son article 7 que, je cite, « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. Mais elle sera tenue de se pourvoir d'une patente, d'en acquitter le prix et de se conformer aux règles de police qui sont ou pourront être faites. » Fin de citation. Donc on comprend dès lors que ces principes de liberté et d'égalité, qui sont consubstantiels à la notion des droits de l'homme et qui constituent une des conquêtes majeures de la Révolution française, a été repris plus tard par la presque totalité des instruments internationaux. Cette liberté d'accès aux professions commerciales est affirmée dans la Constitution camerounaise. Le préambule de cette Constitution, qui fait partie intégrante bien évidemment de celle-ci, dispose en effet que, je cite, « Le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et toutes les conventions internationales et relatives et dûment ratifiées, notamment au principe suivant: tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. » Le législateur camerounais, je termine par là, le législateur camerounais, chargé de son implémentation concrète, s'y est toujours conformé, notamment en matière commerciale. En effet, toutes les lois organisant l'activité commerciale au Cameroun commencent toujours fort opportunément par le rappel de ces principes. La dernière en date
la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun dispose en son article 5 que je cite « L'exercice de l'activité commerciale sur l'étendue du territoire national par toute personne physique ou morale est libre sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. » Ainsi solidement inscrit dans l'ordonnancement juridique camerounais, ce principe signifie que tout le monde peut entreprendre, c'est le principe de la liberté d'entreprendre, mais également que tout le monde peut gérer son entreprise comme il entend, c'est le principe de la liberté de gestion. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.